Aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie du chapitre 1 du cours d'électrodomestique. Je rappelle que le chapitre 1, c'est le lavage du linge, donc on parle principalement du lave-linge. Dans la première partie de la vidéo, on avait vu l'installation du lave-linge et le principe du lavage du linge. Maintenant, on va voir comment, en interne, on fait fonctionner le lave-linge, les principaux composants, et éventuellement comment on peut les tester et détecter des dysfonctionnements dessus. Donc pour les explications, j'ai pris un lave-linge top, mais il faut savoir qu'on retrouve les mêmes composants sur un lave-linge Hublot. Simplement, je vous dirai à peu près où ils sont placés à ce moment-là. Donc si on regarde un petit peu sur un lave-linge top, ce qu'on a comme différents composants, on a ici à l'intérieur, plutôt vers le bas, la carte de puissance. C'est là-dessus qu'arrive l'alimentation électrique du lave-linge. Et c'est là-dessus également qu'on va trouver les relais qui vont commander les différents éléments, donc les relais de commande moteur, les relais de commande de résistance de chauffage. On va avoir aussi sur la carte de puissance les arrivées des différents capteurs. On verra que souvent on peut dépanner une carte de puissance même si on trouve sur les lave-linges modernes des cartes de puissance qui sont scellées dans une résine. Donc là, ça va être plus compliqué de changer les composants, donc il faudra peut-être changer la carte de puissance complète. Après, c'est au cas par cas, hein. Voir si ça vaut le coup d'aller creuser cette résine pour changer un composant. Par exemple, si c'est un lave-linge qui vaut un certain prix, ça vaudra peut-être le coup d'aller chercher plutôt que de changer la carte complète. Donc, à part la carte de puissance, on a sur le lave-linge top, au niveau de la porte, la boîte à produits. C'est ici qu'on va mettre les différents produits lessiviels. On va voir plus tard l'utilité des différents bacs. On a des bacs pour lessive, assouplissant, etc. Et donc ce bac à produits, quand la porte est fermée, il est traversé en eau par... et cette eau est orientée par le distributeur. Donc le distributeur, c'est une buse orientable qui va permettre de sélectionner à travers quelle boîte à produits on va faire passer l'eau qui ensuite va passer au niveau du tambour. Nous avons ici sur l'arrière le pressostat. Alors le pressostat, je rentrerai dans les détails tout à l'heure, mais en fait ça permet de mesurer la hauteur d'eau dans la cuve. Ici vous avez la traverse porte-palier, donc la traverse c'est ce qui supporte le tambour et la cuve, et donc cette traverse, c'est elle qui est montée sur ressort, qui va permettre d'amortir les mouvements de la cuve lors de l'essorage. Et donc c'est aussi sur cette traverse qu'on va trouver les roulements ainsi que la courroie qui va permettre la mise en rotation du tambour. En bas, l'électrovanne. Donc l'électrovanne, c'est ce qui commande l'arrivée d'eau à l'intérieur de la machine. C'est ici qu'on va brancher l'arrivée d'eau sous pression, et cette électrovanne, quand elle est alimentée, elle va libérer le passage de l'eau pour rentrer dans la machine, et quand elle est plus alimentée, elle va couper l'arrivée d'eau. En bas, tout au plus bas, on a la pompe de vidange. C'est à l'endroit le plus bas de la cuve, c'est normal, parce que c'est là qu'on va venir récupérer l'eau pour vidanger la cuve, pour la vider. Et donc c'est une pompe électrique, hein, et c'est là-dessus qu'on va retrouver le tuyau d'évacuation qui part sur l'arrière de la machine. Ici, pareil, proche de la pompe de vidange, on a le piège à déchets. Le piège à déchets, c'est ici qu'on va récupérer tous les petits morceaux de bois, les petites pièces de monnaie qu'on ne veut pas retrouver justement dans la pompe de vidange pour ne pas l'abîmer. Donc on va les retrouver ici. Et puis il va falloir vider souvent ça quand la machine nous indique un problème de vidange. Avant d'incriminer la pompe de vidange, il va falloir vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui bouche la sortie d'eau, qui force un petit peu la sortie d'eau dans le piège à déchets. Ici, en transparence, on voit le thermoplongeur. Donc le thermoplongeur, c'est la résistance chauffante qui permet de chauffer le bain d'eau. Et donc ce thermoplongeur, c'est l'élément dans le lave-linge qui consomme le plus d'énergie. Ça fait à peu près entre 1500 et 2000 watts. Donc c'est ça qui consomme le plus. C'est le fait de chauffer un programme à température élevée, ça va largement augmenter la consommation de la machine. Et donc le thermoplongeur, on va voir que c'est relativement simple à tester puisque c'est une simple résistance chauffante. Ici vous avez la demi-cuve inférieure, donc il faut savoir que la cuve en plastique qui est étanche et qui contient l'eau, elle s'ouvre en deux. Au niveau vertical, quand on est sur un lave-linge top,
et elle peut s'ouvrir en deux sur un plan horizontal quand on est sur un lave-linge hublot. Et donc cette demi-cuve, c'est une demi-cuve en plastique inférieure, et puis on a tout un boulonnage sur tout le tour de la cuve qui permet de séparer la demi-cuve inférieure de la demi-cuve supérieure qui est au-dessus. Ici vous avez le verrou de porte. Alors le verrou de porte, c'est un système qui va empêcher l'utilisateur d'ouvrir la porte quand le lave-linge est en plein cycle, ou quand à la fin du cycle il est encore trop chaud, ou éventuellement encore avec le tambour en mouvement. Donc voilà, c'est une sécurité de porte qui empêche l'utilisateur d'ouvrir. Donc si l'utilisateur force sur la porte à la fin du cycle, il peut casser la porte parce qu'il n'aura pas attendu suffisamment longtemps que le verrou de porte libère l'ouverture de la porte. Voilà pour les principaux composants qu'on trouve dedans. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu au circuit de distribution d'eau et de lessive, qu'est-ce qu'on y trouve? On va y trouver différents composants. Donc la distribution de la lessive et de l'assouplissant est entraînée par la distribution d'eau. Donc c'est bien l'électrovanne d'entrée d'eau qui va libérer l'eau sous pression qui arrive du réseau et qui va passer à travers ces différents bacs, et ensuite on va orienter le flux à travers ces différents bacs avec ici donc le distributeur. Et donc on a bien l'électrovanne qui libère l'arrivée d'eau, qui est dirigée vers un des compartiments de la boîte à produits, donc 1, 2, et là on voit des logos qui nous indiquent que 1 c'est le produit pour le prélavage, 2 c'est le produit pour le lavage. Là, ce logo-là nous indique que c'est ici qu'il faut qu'on mette la javel quand on lave un linge qui est autorisé. Et puis le dernier, c'est l'assouplissant. Donc c'est le dernier élément qui va être envoyé sur le linge. L'élément principal qui peut poser des problèmes sur la distribution de lessive, c'est l'électrovanne. L'électrovanne, on reconnaît ici le filetage 20-27 qui dépasse à l'extérieur de la machine. Ici, cette encoche, elle correspond à l'emplacement de la tôle de la machine, donc toute cette partie-là est à l'intérieur, et ce filetage est ce qui dépasse à l'extérieur. L'électrovanne, c'est un élément super simple. Sur ces deux cosses ici, si on vient mettre du 230 volts, ça ouvre le passage de l'eau. Et quand on est en absence de tension, c'est-à-dire 0 volts, là on a le blocage de l'eau. C'est vraiment tout bête, c'est un robinet commandé, quoi. Et donc si on regarde comment ça se passe à l'intérieur, on a l'entrée d'eau qui est ici, où on retrouve ce fameux filetage. Ici on a la chambre supérieure, et c'est le pointeau qui va commander le passage de l'eau. On voit que ce pointeau, il est poussé vers le bas par un ressort de rappel. C'est ce ressort de rappel qui va permettre de fermer l'électrovanne en cas d'absence de tension sur les bornes. Et c'est pour ça qu'il faut que le circuit d'arrivée d'eau ne soit pas sous une trop grosse pression. Parce que si la pression est trop grande, cette pression peut contrer la force de ce ressort de rappel. Et quand il s'agit d'arrêter le passage de l'eau au moment où on coupe l'alimentation de l'électrovanne, si on a trop de pression à l'arrivée, l'électrovanne le ressort de rappel ne va pas être suffisamment costaud pour fermer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça dépasse 10 bars en général. Et donc, quand on a une alimentation électrique sur les bornes, on a une bobine avec un effet électromagnétique qui va venir faire remonter le pointeau, et donc l'eau va passer jusqu'à la chambre inférieure et la sortie. Donc l'électrovanne utilise un électroaimant pour ouvrir le passage de l'eau. Un ressort referme la vanne en l'absence d'alimentation. Donc l'alimentation c'est 230 volts. Dans les lave-linges, c'est toujours des électrovannes 230 volts. Ça veut dire que dans un milieu humide, venir faire des tests ici sous 230 volts, c'est très dangereux. La résistance de la bobine, donc si on veut la tester à l'ohm-mètre, elle est de l'ordre de 3 kΩ. Qu'est-ce qui se passe quand une électrovanne est hors service? Souvent, c'est la bobine qui se coupe, et donc là, on va trouver une résistance infinie. Donc la plupart du temps, sur les multimètres, en position ohm-mètre, si la bobine est coupée, vous trouverez OL, over limit, ou un 1. Tout simplement 1 pour dire que le calibre est dépassé. Si vous trouvez une valeur de quelques kiloohms, alors on pourra dire que l'électrovanne est fonctionnelle. Après on peut la tester à vide. Si jamais on vient mettre du 230 volts, c'est-à-dire ici vous fabriquez avec des cosses un câble qui amène directement sur une prise secteur et que vous la branchez, vous l'entendez claquer, et donc ça veut dire qu'elle fonctionne. Claquer, ça veut dire qu'on entend le pointeau qui vient remonter et claquer contre sa butée. On trouve également, c'est ce que je disais dans la première partie, les systèmes Aquastop. Donc le système d'Aquastop, en fait, c'est une électrovanne qui, au lieu d'être au niveau de la machine, va être directement au niveau du robinet.
Et donc au niveau du robinet, je vais avoir un flotteur au fond de la machine avec un bac qui va récupérer l'eau d'une éventuelle fuite. Ce flotteur est en polystyrène. S'il y a une fuite et que le bac se remplit, le flotteur va monter et va actionner un micro-contact. Et ce micro-contact, lui, va désalimenter l'électrovanne ici, qui va couper l'arrivée d'eau. Donc l'AquaStop, c'est une électrovanne directement fixée sur le robinet. Un flotteur détecte toute fuite à l'intérieur de l'appareil. Ensuite, il faut aussi qu'on contrôle le niveau d'eau pendant le cycle. Donc si on regarde un petit peu les différents niveaux qu'il faut avoir lors du cycle, on voit qu'on va remplir la cuve à son maximum au niveau du prélavage. Pendant le lavage, c'est là qu'on va essayer d'avoir l'action mécanique la plus grande, donc on va avoir la cuve qui va être remplie à un niveau plus bas, le niveau 1 ici. Et ensuite, lors des rinçages, on va vider, remplir, vider, remplir, vider, remplir. L'idée, c'est d'enlever tout ce qui reste comme produit lessiviel. Et enfin, à l'essorage, on veut absolument que ce soit vidé. Donc pour pouvoir contrôler ça, on va utiliser l'électrovanne, c'est ce qu'on vient de voir, mais on va aussi utiliser la pompe de vidange qui va réaliser tous les vidages de cuve. Donc l'électrovanne, je rappelle qu'on la trouve ici, sur le tuyau d'arrivée, et puis la pompe de vidange, là. Et puis on va aussi s'aider du pressostat. Donc l'électrovanne est actionnée en fonction du programme par le pressostat. L'air, donc comment fonctionne un pressostat? Donc le pressostat, en fait, il va mesurer le niveau d'eau, mais avec une petite combine. En fait, il faut savoir que dans le lave-linge, quand le niveau d'eau monte, il va venir monter aussi dans la chambre de compression. La chambre de compression, c'est une chambre avec un tuyau hermétique. C'est-à-dire que j'ai de l'air là-dedans qui est emprisonné. Et quand le niveau d'eau va monter, l'air qui va se retrouver dans cette chambre de compression va avoir moins de place. Pourtant, le volume d'air la quantité d'air va être la même. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que cet air va venir monter en pression, et cette pression d'air qui va augmenter en fonction du niveau d'eau, elle va être détectée par le pressostat. Et quand la pression d'air va être suffisamment haute, ce qui veut dire que le niveau d'eau va être suffisamment élevé, je vais actionner des contacts dans le pressostat qui vient m'indiquer le niveau atteint, le niveau 1 ou le niveau 2. Donc, une petite pression d'air, j'atteins le niveau 1, je vais avoir un contact qui va se fermer au niveau du pressostat, et si la cuve est remplie, je vais atteindre encore un autre niveau de pression d'air dans cette chambre de compression, et le contact du niveau 2 va s'actionner. Donc je vais pouvoir savoir à chaque fois si la cuve elle est à moitié remplie ou complètement remplie. Et donc c'est l'air qui se comprime dans la chambre de compression avec le niveau d'eau qui monte, ce qui active le pressostat. Ensuite, la pompe de vidange. Donc maintenant on veut vider. La pompe de vidange, elle est aussi alimentée en 230 volts. C'est une pompe à ailette plastique. Voilà, ici on la voit mieux. Donc on a pareil, 2 cosses. On peut tester la pompe de vidange facilement avec le même montage qu'on avait pour tester l'électrovanne. Il suffit de l'alimenter directement et normalement ça doit tourner sans faire de bruit. Alors il ne faut pas faire tourner trop longtemps à sec cette pompe de vidange, puisqu'elle est censée tourner normalement dans l'eau. Autre point à surveiller sur la pompe de vidange, on a ce joint là qui est autour de la pompe de vidange qui subit une pression assez élevée et donc il faut le surveiller parce qu'il a tendance à mal vieillir et ça peut être source de fuite. Voilà, donc la pompe de vidange on la retrouve ici, le joint là que je vous montre sur cette photo là, il se trouve ici. Là avec ces 3 vis qu'on enlève, on trouve la pompe là et là on a les arrivées et les évacuations d'eau en provenance de la cuve. Donc la pompe de vidange on l'ouvre ici en deux puis on obtient ça et on peut vérifier l'état du joint. Donc la pompe de vidange elle fonctionne uniquement pleine d'eau, elle n'est pas capable de vidanger de l'air et donc on la trouve en bas de la machine. Le joint subit une contrainte importante, il est souvent la cause de fuite. Remarque, sur certains appareils, la pompe de vidange elle est montée en série avec l'électrovanne, donc ça veut dire que ça empêche le remplissage si la pompe est coupée. Ça veut dire que si on n'est pas capable d'alimenter correctement la pompe de vidange, on n'autorisera pas, on n'alimentera pas l'électrovanne non plus. Ce qui fait que si jamais il y a un problème de vidange, on ne pourra pas remplir la machine et donc ça évitera les fuites. Voilà, maintenant qu'on a vu les circuits de remplissage et de vidange, maintenant on va voir le circuit de chauffage de l'eau. Donc je disais tout à l'heure que ce circuit de chauffage, il est essentiellement réalisé par le thermoplongeur. Le thermoplongeur, c'est une résistance chauffante blindée.
Donc c'est pas directement la résistance qui est au contact de l'eau, hein. La résistance elle est dans ce tube, et c'est ce tube, lui, qui est au contact de l'eau. On retrouve donc là, ici, vous avez le joint qui indique la frontière entre la partie qui est immergée dans la cuve et la partie qui est accessible depuis l'extérieur. Donc la frontière entre les deux, c'est là. On retrouve les deux cosses d'alimentation du thermoplongeur, et on retrouve aussi un emplacement pour pouvoir mettre une sonde de température. Donc voici une autre image d'un thermoplongeur neuf. Alors souvent, on voit dans les publicités pour les anticalcaires le calcaire qui vient se déposer sur le blindage du thermoplongeur. Effectivement, il y a beaucoup de calcaire qui peut se déposer ici, justement parce que c'est l'endroit le plus chaud. La conséquence, ce sera que la montée en température de l'eau dans la machine, elle sera plus lente, parce que en fait, le contact, le calcaire qui se dépose dessus va agir comme un isolant, donc le contact sera moins franc au niveau de la résistance chauffante. Donc on va avoir une montée en température qui sera plus laborieuse et une consommation d'énergie qui sera plus élevée de la machine. Mais ça ne causera pas de fuite. Hein. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est peut-être éventuellement changer le thermoplongeur plus rapidement. Donc le thermoplongeur, c'est une résistance blindée de 2500 watts environ qui permet de chauffer l'eau. Il possède une sécurité qui empêche son fonctionnement à sec, parce que là aussi, allez pas vous servir d'un thermoplongeur pour chauffer une pièce par exemple, c'est pas possible. Il y a une sécurité, il va se mettre en sécurité parce que la température au niveau de la résistance va monter trop. Et donc la résistance mesurée, hein, entre les deux cosses, à l'ohmmètre toujours avec le multimètre, elle doit être inférieure à 30 ohms, à peu près. Donc pareil, un thermoplongeur HS, souvent il est coupé. Donc là, s'il est coupé, on aura une résistance infinie ou proche de l'infini. Si on a une résistance assez faible, c'est normal qu'on ait une résistance assez faible, parce que c'est une grosse puissance, donc qui dit grosse puissance dit gros courant, et donc faible résistance. Donc il faut trouver une faible résistance sur le thermoplongeur, sinon il est foutu. On trouve aussi, c'est ce que je disais, la sonde de température sur le thermoplongeur. Cette sonde de température, c'est une sonde de température de type CTN. Elle mesure la température de l'eau. Et pourquoi je dis que c'est une CTN? CTN, ça veut dire coefficient de température négatif. Ça veut dire que c'est une résistance dont la valeur, en kiloohms, varie négativement avec l'augmentation de la température. Quand la température augmente, la valeur en kiloohms de la résistance va diminuer. Alors, ce serait trop facile si ça diminuait de manière linéaire, on va utiliser, ça diminue de manière logarithmique. Bon, après, c'est la tendance qui compte. Si on arrive à savoir que pour, par exemple, 100 kOhm, on sait qu'on est à peu près à 25 degrés, voilà, c'est ce qu'on retrouve ici, 100 kOhm, 25 degrés, on verra que si la résistance augmente, c'est que la température diminue, et inversement. Donc c'est bien une résistance CTN, coefficient de température négatif, dont la valeur diminue avec la température. Voilà, donc ça c'était pour l'action thermique. Maintenant, l'action mécanique. C'est le circuit de brassage du linge qui s'en occupe. Le circuit de brassage du linge, en fait, c'est le tambour qui réalise ça. Donc ça, c'est un tambour d'un lave-linge top, c'est-à-dire qui s'ouvre par le dessus. Si on avait un tambour de lave-linge hublot, on aurait l'ouverture par le devant avec la partie moteur derrière. Par contre, ce qu'on trouve à chaque fois dedans, c'est le tambour qui est micro-perforé pour pouvoir récupérer l'eau lors de l'essorage. Et puis on a aussi ce qu'on appelle des aubes. Il faut penser un petit peu à une roue à aubes. Une roue à aubes, en fait, c'est des aubes en bois qui permettent de récupérer le mouvement d'une rivière pour transformer ça en mouvement mécanique rotatif. Là, ça va être l'inverse. C'est le mouvement mécanique rotatif du tambour qu'on va vouloir transmettre au linge. Et en fait, ces aubes vont nous permettre de faire monter le linge le plus haut possible. Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est la montée de la charge et la chute du linge. Et plus cette chute va être à vitesse élevée, et plus l'action mécanique sera efficace. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il n'y ait pas trop d'eau dans le tambour, et il faut absolument réussir à faire monter le linge le plus haut possible, mais en le faisant chuter sur la surface de l'eau. Si on fait tourner le tambour trop vite, le linge va rester collé à l'extérieur du tambour, et j'aurai pas l'action mécanique. Si je fais tourner le tambour trop doucement, là je vais avoir une chute mais d'un point moins élevé, et donc mon action mécanique sera également moins efficace. Donc là, il y a un calcul qui est fait en fonction du poids du linge, etc., qui va permettre de trouver la vitesse de rotation idéale du tambour pour avoir l'action mécanique la plus efficace.
Donc le brassage est assuré par le tambour muni d'aubes en plastique. Le tambour est entraîné par le moteur via une courroie ou en direct, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et donc il va falloir pour ça commander le moteur. Donc on a un sélecteur par exemple d'essorage, donc ça c'est à l'ancienne, maintenant c'est tout électronique, qui permet de sélectionner la vitesse d'essorage, donc la vitesse maxi au moment où on veut évacuer l'eau. On peut avoir donc le module électronique qui permet de commander, le moteur universel, alors ou c'est un moteur universel avec charbon, ou alors c'est un moteur à induction maintenant sur les plus récents, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc la vitesse d'essorage est réglée par un potentiomètre ou une commande numérique. Un module commande la vitesse et le sens de rotation du moteur. Il faut bien sûr pouvoir le faire tourner en sens inverse. Et donc, on a au moment de l'essorage des gabarits d'essorage. Donc par exemple, voici un gabarit d'essorage coton où on va calculer les prises de vitesse et les vitesses d'essorage pour pouvoir essorer, c'est-à-dire sécher si vous voulez, au maximum le linge. Donc on voit que c'est vers la fin du cycle d'essorage qu'on atteint la vitesse 1100 tours minute d'essorage la plus élevée. Donc la variation de la vitesse permet de rendre l'essorage plus efficace. Je vous le disais, les moteurs récents, c'est des moteurs à induction. On l'appelle aussi moteur électromagnétique. L'idée, ça va être de se passer de la courroie. Sur le schéma classique, on a le moteur d'un côté, et puis on a une poulie et une courroie qui entraîne le tambour. La courroie étant en caoutchouc, elle peut s'user, elle peut casser, donc c'est source de problèmes. Et en plus, elle peut être aussi source de bruit. Là, on va mettre le moteur directement sur le tambour, ça va permettre d'avoir un mouvement plus efficace, plus fiable, et aussi moins bruyant. Et donc, ça nécessite d'avoir le rotor fixe à l'arrière du tambour et le stator qui est solidaire du tambour. Ou l'inverse, je crois. Le stator qui est fixe sur la cuve et le rotor qui est solidaire du tambour. Et donc les machines récentes utilisent une motorisation à induction asynchrone. Ils permettent une réduction du bruit et une plus grande fiabilité, car ils sont montés directement sur le tambour. Par contre, ça nécessite aussi une électronique de commande un peu plus compliquée. Et donc une carte spécifique de commande du moteur qui peut éventuellement tomber en panne. La sécurité de porte. Je vous disais, il faut absolument empêcher l'utilisateur d'ouvrir la porte pendant le cycle, ça peut être dangereux. Et donc pour ça, on a un verrou de porte. C'est ce qu'on appelle la sécurité de porte. Et donc on utilise pour ça un circuit CTP, commande thermique de porte. En fait, c'est une petite résistance chauffante qui va être alimentée pendant le cycle. Et à la fin du cycle, elle va mettre un certain temps à se refroidir. Et c'est pendant ce refroidissement qu'on va continuer à verrouiller la porte jusqu'à ce qu'elle soit complètement refroidie, et c'est là qu'on va libérer la porte. Donc c'est pas la température du bain qui va chauffer cette commande thermique, c'est bien un petit courant qu'on fait passer dedans et qu'on va couper à la fin. Et donc ça dure quelques dizaines de secondes, donc il faut être patient à la fin du cycle. Et on peut la tester aussi à l'ohmètre. La programmation, maintenant. Donc le programmateur, soit à l'ancienne, le fameux programmateur mécanique à cam, ou alors une programmation toute électronique. Alors on trouve très peu en neuf, je crois plus du tout même, de programmateurs mécaniques, mais on peut être amené à dépanner encore sur des lave-linges existants des programmateurs mécaniques à cam. Le programmateur mécanique à cam, simplement, il y a un petit moteur ici qui fait tourner un système d'engrenage et de cam qui va venir appuyer des contacts, et ça va faire le contact sur ces différentes cosses ici pour alimenter les différents éléments du lave-linge. C'est vraiment simple, c'est un système mécanique et les seuls trucs qui tombaient en panne là-dedans, c'est souvent le petit moteur qui le faisait tourner. Donc le programmateur commande les différents organes du lave-linge pour réaliser le cycle de la machine. Les programmateurs mécaniques à cam, ici, tendent à disparaître au profit des programmateurs tout électroniques. Donc si on regarde un peu le programmateur à cam, juste par curiosité, donc on a ces fameuses cams, et en fonction de l'emplacement de la cam, on vient appuyer sur des petits contacts, c'est des simples contacts à lamelles, qui viennent actionner comme des interrupteurs, et le tout c'est commandé par un petit moteur. Les cartes électroniques, voilà, c'est beaucoup plus, simple pour un électronicien à comprendre. Au niveau du schéma,
on voit qu'on retrouve les différents éléments, hein, la sécurité de porte ici, le tachymètre qui mesure la vitesse de rotation du moteur, le rotor du moteur, les alimentations du stator du moteur, la CTN pour la mesure de température. On voit ici les différents contacts du pressostat qui arrivent, le thermoplongeur avec son thermofusible, hein, c'est ce que je disais, si jamais ça chauffe trop, la pompe de vidange, le flotteur, j'imagine, pour l'aquastop, et les différentes vannes, électrovannes. Donc là, sur cette machine-là, il y avait plusieurs électrovannes, sûrement pour plusieurs compartiments de boîte à produits. Voilà, et la carte électronique d'affichage. Donc on voit, c'est quand même beaucoup plus simple à comprendre. Par contre, effectivement, si on a un problème sur la carte de puissance, alors soit on s'embête à dépanner aux composants, quand on a les connaissances, et la possibilité de le faire si la carte est vernie, moulée, résinée, tout ce que vous voulez, ou alors on change carrément la carte de puissance. On retrouve aussi différents relais électromagnétiques. Comme d'habitude, un petit exercice pour savoir si on a bien retenu l'essentiel de ce chapitre, donc sur la partie 1 et la partie 2. Donc, qu'est-ce que le débridage d'un lave-linge? C'est l'action de libérer la cuve de mouvement pour le transport. Enfin, une fois qu'on a fini le transport. Donc c'est le fait de libérer la cuve des brides mécaniques qui l'empêchent de bouger pendant le transport. Donc il ne faut pas oublier de les enlever quand on l'installe, puis il ne faut pas oublier de les remettre quand on veut transporter le lave-linge. Le rôle d'un aquastop, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une sécurité qui empêche que la fuite ne se prolonge si on détecte une fuite au fond de la machine, avec un flotteur. Donc on vient couper directement l'eau au niveau du robinet. C'est une électrovanne d'arrêt qui se fixe sur le robinet d'arrivée d'eau et qui coupe l'eau en cas de fuite au niveau du lave-linge. Quel est le rôle du siphon situé sur l'évacuation des eaux usées? Donc le siphon, c'est un piège par gravité où on vient piéger un petit peu d'eau au niveau du tuyau d'évacuation qui reste sur la maison, hein, qui n'est pas sur le lave-linge. Et bien ça, l'idée c'est d'empêcher les mauvaises odeurs. Le siphon bloque les odeurs des canalisations d'eau usée avec de l'eau qui reste piégée par gravité. 4. Quelle intensité maximale doit supporter le disjoncteur divisionnaire du lave-linge? Donc on a vu que pour protéger le circuit du lave-linge, on avait deux possibilités, soit on utilisait un disjoncteur divisionnaire, soit on utilisait un fusible. Si c'est un fusible, c'est 16 A, si c'est un disjoncteur divisionnaire, c'est 20 A. Une section de 1,5 mm² pour les câbles de la prise secteur d'un lave-linge est-elle suffisante? On a vu qu'il fallait vérifier ça aussi. 1,5, c'est souvent ce qu'on trouve sur des circuits d'éclairage. Pour un lave-linge, il faut avoir une section minimale de 2,5 ou plus. Mais il faut au moins de 2,5 mm². Pourquoi trier le linge lors du lavage? Là, ça va être pour éviter les transferts de couleurs, sur du linge blanc par exemple, à partir du rouge souvent, et aussi parce que tout le linge ne se lave pas à la même température. Donc, car les fibres du linge se lavent à des températures différentes en fonction de la matière utilisée, et aussi pour éviter les transferts de couleurs. Quelles sont les 3 actions qui entrent dans le principe du lavage? En plus du temps, on a l'action thermique du thermoplongeur, on a l'action mécanique de la rotation du tambour, et puis on a l'action chimique de la lessive. Donc thermique, mécanique et chimique, c'est les 3 actions. Quel est le rôle de l'électrovanne? On a dit, l'électrovanne, c'est comme un robinet commandé en tension. Si je lui mets une tension secteur dessus, ce robinet s'ouvre, et quand j'arrête de lui mettre de la tension, il se ferme. Donc en fait, l'électrovanne, ça commande l'arrivée d'eau dans le lave-linge, et donc ça commande aussi le remplissage de la cuve. Que mesure le pressostat et à quoi sert-il? Le pressostat, il sert à savoir le remplissage d'eau dans la cuve. Mais pour connaître le niveau d'eau dans la cuve, il va falloir mesurer dans une chambre de compression une certaine pression d'air. Donc le pressostat mesure une pression d'air et ça sert à mesurer un niveau d'eau. Donc le pressostat mesure la pression de l'air dans un tuyau, ce qui lui permet de mesurer la quantité d'eau dans la cuve. Quel est le rôle de la pompe de vidange? Comme son nom l'indique, la pompe de vidange, elle va évacuer l'eau qui est dans le lave-linge. Puisque j'ai perdu la pression d'eau d'arrivée d'eau au moment du lavage, là j'ai plus de pression, donc il faut que j'utilise une pompe pour l'évacuer. Donc la pompe de vidange permet de vider la cuve de l'eau qu'elle contient.
Quel est le rôle du thermoplongeur? Le thermoplongeur, il faut savoir que c'est une résistance chauffante. Donc son rôle, c'est de réaliser l'action thermique, donc de chauffer l'eau. Thermoplongeur est une résistance chauffante qui permet à l'eau de lavage d'atteindre la bonne température en fonction du programme. Quel est le principe d'une sonde de température CTN? Donc la sonde de température, elle mesure la température comme son nom l'indique, mais son principe c'est que c'est une résistance dont la valeur diminue quand la température augmente. C'est pour ça qu'on l'appelle coefficient de température négatif. La sonde CTN, c'est une résistance dont la valeur diminue quand la température augmente. D'ailleurs, comme ça qu'on la teste. Quelle liaison mécanique y a-t-il entre le tambour et le moteur? Donc, classiquement, cette liaison mécanique, c'est une courroie, mais on peut trouver, et j'aurais pu le préciser dans la réponse à la question, aujourd'hui des moteurs directs, c'est-à-dire directement montés sur le tambour. Quel est le rôle de la sécurité de porte? La sécurité de porte, en fait, ça va empêcher l'ouverture de la porte pendant le cycle et quelques secondes après, pour éviter tous les accidents au niveau de l'utilisateur. Donc la sécurité de porte empêche l'utilisateur d'ouvrir la porte pendant le cycle et 30 secondes après environ, pour éviter toute blessure. Voilà qui termine ce chapitre. Dans quelques temps, on aura droit à la vidéo du chapitre numéro 2, où on parlera cette fois du séchage du linge, donc du sèche-linge. Merci et à bientôt.